Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café, l'occasion de remplir votre verre comme le fait actuellement Alexandre, ou une tasse de café, c'est vraiment selon les choix. Regardez cette belle image, absolument extraordinaire, ils ont travaillé 2 heures à faire ça. Bercla est très concentré sur sa caméra, regardez, voilà. C'est pour vous dire qu'on vous accueille avec plaisir pour le dernier jour de la semaine. Yvette Terola, merci d'être avec nous. Je rappelle pour les quelques personnes qui nous rejoindraient aujourd'hui et qui n'auraient pas vu les précédentes émissions, ce qui me surprendrait, Yvette Terola, comédienne, chanteuse, et qui nous a amené dans toute une série d'itinéraires, et en particulier dans son beau parcours de vie et de femme. Je crois que le plus simple serait aujourd'hui, le vendredi, c'est une façon de dire merci d'être venu, d'avoir consacré 4 jours à Zigzag Café alors qu'il y a une répétition qui est lourde, d'une pièce dont on verra un petit moment de répétition tout à l'heure. Mais le vendredi, c'est l'occasion de vous dire merci à vous, et puis c'est l'occasion de se donner quelques conseils. Alors on a choisi une chanson qui pourrait vous être drôlement utile parce que le printemps arrive et qu'il y a des choses qu'on oublie. Si c'est vrai que je t'aime encore, tu dois quand même te secouer. Si tu crois que l'amour ça roule sans avoir besoin de pousser, mon cher amour, vois-tu te trompes. J'ai tellement pris l'habitude de te voir là à mes côtés que même si tu me réprimandes en me sommant de mieux t'aimer, je me dis que tu fais des scènes. Ne crois pas que si le silence s'installe dans notre maison, le temps se charge d'arranger les désordres de nos mésententes. Passer des jours entiers à refuser de nous parler, ne dormons plus ensemble si ça devient routine. Fuyons l'ennui avant qu'il vienne. Si on faisait vraiment l'amour, si on prenait une fois le temps, on dit qu'on n'a plus peur du vide, qu'on n'a pas peur d'être frigide. Ne sois pas si pressé, attends. Ce serait beau si tu étais doux, ce serait beau si on changeait tout, ce serait beau si tu m'étonnais, ce serait beau si je te surprenais. Le printemps merde arrive un jour, nous retrouverons l'envie de rien. Mais on a fait un bout de chemin, on a fini de s'entraver. On va pouvoir se regarder. Voilà Yvette, on se disait que c'était un bon conseil pour le début du week-end, non? C'est une chose. Vous êtes très beaux accompagnateurs en plus, on peut dire. Oui, Daniel Perrin et Pierre-François Massy. Je travaille plus avec eux. Mais c'est magnifique. Une belle chanson, non? Oui. D'actualité, vous trouvez? Mais oui, dans un couple, je crois que l'amour, c'est un travail aussi, de tous les jours, quoi. Bien sûr. C'est pas tout faux ce que je dis là. J'ai un peu le sentiment quand même. Alors, écoutez, aujourd'hui, on vous a réservé quelques surprises. Exactement, parce qu'on a beaucoup parlé de séduction tout au long de cette semaine. Absolument. Alors, nous voulions quand même vous offrir un échantillon de séducteurs potentiels pour que vous ne repartiez pas les mains vides. Oh, je crois qu'il y a un jeune fiancé qui est très attentif, qui nous regarde et qu'on salue d'ailleurs.
qui aime bien cette Il semaine. n'est pas du tout jaloux, figurez-vous. Oh, c'est ce qu'ils disent tous. Ben, j'espère qu'il ne sera là parce que nos jeunes séducteurs, en tout Allons-y. cas, ont été sont jeunes, vraiment. en Ils plus. sont très jeunes, vous verrez. Écoutez, Ils jeunes de le cœur, en restent. tout cas. Oui. Et je dois dire que l'enquête était très concluante. Vous me donnerez votre sentiment. D'accord. Séducteur numéro 1. Trouver un séducteur à la hauteur de Yvette Terola n'est pas chose facile, même s'ils sont toujours aussi nombreux à tenter leur chance. Et vous, Jean-Pierre Gosse, comment feriez-vous pour séduire Yvette Terola? Oh, facile. Je l'inviterai chez moi à manger des pâtes à l'arrabbiata peut-être. On s'installerait devant un poste de télé éteint en écoutant la radio. Et sur la télé, il y aurait un immense bouquet de roses rouges, 100 probablement. Et je me laisserai pousser les cheveux très vite et très longs. Et là, vous écoutiez du Yvette Terola? Non, ça c'est France Inter. Alors, il a une bonne technique, là, à votre avis? Oui. Mais je l'aime aussi avec le pas de cheveux. Ah, d'accord. Mais la formule, les pâtes, tout ça, c'est Oui, bien. la cuisine italienne, c'est un bon moyen pour me séduire. D'accord. Nous allons peut-être présenter le deuxième séducteur, Mais je vous en voir s'il prie. a autant de chance que le premier. Notre Roméo numéro 2 se nomme Jacques Michel. Il y a quelques jours, nous l'avons retrouvé sur le tournage de la série Bigoudi, une série dans laquelle il exerce brillamment ses talents de séducteur. Pourtant, ce jour-là, il paraissait préoccupé par une histoire de tartine, à moins que ce soit une histoire de séduction. Maman, viens, je vais te présenter Max Berger. Enchanté. Alors c'est vous qui faites tomber les tartines du bon côté? Ma chère Yvette, alors ça y est, cette fois-ci je craque. J'ai attendu à peu près 30 ans. Je t'ai côtoyé de près, de loin, j'ai été très patient, je me suis approché très lentement. Très tôt déjà, rappelle-toi, dans America Aura. J'étais tellement près de toi. Et dans Penthesilée, tu m'as même tué d'amour. Alors aujourd'hui, voilà. J'ai convoqué la presse, les médias, la télévision et... Quoi qu'en dise Murphy, les tartines beurrées ne tombent pas toujours du mauvais côté. Alors quand on te redonnera la parole sur ce plateau, tu pourras le crier toi aussi aux yeux du monde. Entre toi et moi, le meilleur est encore à venir. Je t'embrasse. C'est vrai. Je trouve que souvent les histoires d'amour qu'on n'a pas consommées, elles restent quelque part quand même. C'est vrai. C'est un beau témoignage, là. C'est un beau témoignage. Je le connais bien, on a souvent joué ensemble. Est-ce qu'il a osé vous dire des choses pareilles où il fallait l'intermédiaire d'une caméra? Il m'a déjà dit 2-3 choses, une ou deux fois. Alors, Nous restons toujours dans les coulisses de la série Bigoudi. Je vous rappelle qu'ils sont en plein tournage Encore jusqu'au 7 août. Et nous avons trouvé quelqu'un, cette fois, tiens, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme, parce que vous séduisez également les femmes. Jeune comédienne, Sybille Blanc. Je l'ai rencontré à 2 reprises. Je l'ai rencontré une fois dans un concours, une bourse qui nous a été octroyée lors de mes études. Elle m'a porté chance parce que j'ai pu avoir cette bourse qui m'a aidé à continuer mes études un peu plus confortablement. Et puis je l'ai rencontrée également dans un café un jour. Et, elle est vraiment gentille, quoi. Elle est adorable, cette femme. Elle fait preuve d'une... Je pense que c'est vraiment une femme qui a cette simplicité, cette générosité qui font que on a des acteurs qui tiennent toute leur vie, puis on est heureux de les voir sur scène, on est heureux de les voir chanter. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Alors ces chansons, ça c'est une belle histoire. Quand j'étais en préparatoire, pour me préparer au conservatoire, on était toute une bande de jeunes comédiens à écouter Yvette Terola à Qui est mieux mieux. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui a été le love theme de mon année préparatoire, c'était Maintenant ou jamais, qui est une chanson d'un de ses derniers albums. On le chantait tous en chœur, on l'a chanté en chœur pendant des mois. Et c'est vrai que c'est un très beau souvenir, ça. Et c'est depuis que tu t'éteins les cheveux enroués que tu te les as laissés pousser? Ouais, en fait, tous les matins maintenant, je les teins, je les frise. Et je me dis que peut-être que ça peut avoir une valeur mimétique intéressante. Bien, bonne chance. Alors écoute, juste une petite question peut-être pour Yvette. Alors, on va poser une question. J'essaie de pas parler trop fort parce qu'on répète derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, à quoi vous pensez les 10 dernières minutes avant d'entrer sur scène quand vous jouez au théâtre?
Tu rentres dans combien de temps sur scène là? Là, je vais rentrer dans la semaine prochaine, dans 10 minutes. Et tu penses à quoi? Je pense qu'il faudrait que j'aille revoir mon texte, là. Alors, à quoi pensez-vous, vous, 10 minutes avant d'entrer sur scène? Mais, comment dire, j'essaye de faire le vide, je ne sais pas si c'est possible. De penser à rien et d'être disponible, d'être comme un passage pour arriver sur scène. Mais si quelqu'un vient et commence à engager la conversation avec vous... Bon, je alors... parle quand même. Hein. Si, vous y arrivez. C'est vrai que c'est en se maquillant, par exemple, ou en écoutant de la musique, on arrive à... Il faut quand même se concentrer un peu. Il y en a qui ont des tas de méthodes différentes. Il y en a qui déboulent sur scène, qui arrivent au théâtre, il faut que ça aille vite et tout. Puis d'autres qui ont besoin de plus de calme, ça dépend des spectacles aussi. Si c'est un spectacle qui doit avoir la pêche, on peut écouter de la musique qui a de la pêche, mais toujours quand même faire le vide, je dirais, pour être disponible. Et une journée avec un spectacle en conclusion et une journée sans spectacle, ce ne sont pas des journées qui se ressemblent. Quand vous avez un spectacle, c'est une journée ordinaire pour vous? Non, ou bien... je crois que quand on fait du théâtre, malheureusement, les conjoints survivants peuvent le dire, c'est 24 heures sur 24, c'est-à-dire on pense toujours à ça. C'est assez astreignant d'être comédienne et d'avoir des gens autour de soi. Je rends grâce à mon fiancé. Il devient mythique, ce fiancé. Oui. Et même à mon fils aussi, à tous les gens qui me côtoient, parce que c'est vrai que quand on se prépare à jouer le soir, qu'on le veuille ou non, on se prépare longtemps, depuis le matin, et puis c'est beau aussi, mais on n'est pas toujours tout à fait disponible pour l'extérieur. Alors tout à l'heure, Sibylle a fait allusion à cette chanson qui touchait toute une génération de comédiens. C'est maintenant ou jamais. Je vous propose, je crois qu'on va en écouter quelques mesures. Oui, ça nous a donné envie. Oui, vraiment maintenant envie. Jamais. Vraiment, vraiment. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Visage durci, geste tout petit, désir tenu en laisse comme une meute de caresses. Et derrière les dents, les mots importants, si simples et utiles, quand s'ouvriront-ils? Alors Yvette, quand vous retrouvera-t-on sur une scène? La prochaine fois, ce sera le 20 juin pour la journée du réfugié au CPO à Lausanne. Et ensuite, avec un tour de chant que vous pourriez nous présenter Peut-être, cet automne, quoi. Est-ce que ça vous manque? Ça me manque beaucoup. Mais bon, mon vrai métier, c'est comédienne quand même. Il y a beaucoup de lieux de chansons qui se sont fermés. J'ai fait un spectacle il y a 4-5 ans qui s'appelait Rien ne me manque sauf moi-même, que j'ai pas mal tourné. L'année passée, j'ai fait un spectacle avec Pascal Auberson, qu'on a aussi tourné. Bien sûr. Mais c'est compliqué, quoi. J'ai personne qui s'occupe de moi, donc je fais les choses un peu comme elles viennent. Puis je gagne ma vie en faisant du théâtre, et puis quand je peux chanter, je chante. Mais là, je pense que l'année prochaine, en automne, je vais recommencer à chanter un peu. Ça me manque, oui. Parce que la musique, c'est quand même quelque chose qui soulève, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit tout au long de cette semaine que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez toujours beaucoup travaillé, mais vous ne vous êtes jamais forcé à travailler par exemple, dans un spectacle que vous n'aimiez pas. Vous avez la chance de pouvoir choisir. Si, par exemple, cette chance ne s'était pas présentée, si vous aviez dû faire autre chose, comme vous nous l'avez dit, vous avez confié que vous auriez préféré faire un autre métier. Ça a été lequel, par exemple? Moi, bon, j'ai toujours au fond de moi une petite chose qui me dit que j'aurais aimé être dans l'humanitaire. Mais je dis ça comme ça, mais souvent, j'ai voulu m'engager pour des causes. Je l'ai fait d'une manière anonyme, mais si j'avais pu le faire d'une manière un peu plus... Je pense que c'est ça que j'aurais fait. Je pense. Par exemple, par rapport à l'enfance. Je pense que... Mais je pourrais le faire encore. C'est une chose qui me travaille. Je me dis que l'enfance maltraitée, j'ai envie peut-être de moins jouer un peu et puis de m'occuper de ça. C'est quelque chose qui me... pour aussi arrêter de penser trop à soi. Au bout d'un moment, quand on est comédien, c'est pas si facile que ça. Hein, parce qu'on est beaucoup sur le paraître. Et on doit toujours avoir une espèce de rage d'aller sur scène et tout. Et des fois, on peut être lassé de ça. Oui. Et je me dis que peut-être s'oublier des fois et se mettre au service de quelque chose... mais je sais pas. Mais quand on a
quand on a la compétence, c'est toujours un peu la question qui se pose aussi parfois à des journalistes. Je pose la caméra, le stylo et je porte le sac parce que dans l'humanitaire je peux agir. Mais avec une chanson, vous ne croyez pas qu'on peut déjà modifier beaucoup de choses? Moi, j'ai toujours l'impression peut-être que même s'il y a 1 ou 2 personnes dans la salle qui captent ce message-là, je trouve que c'est déjà ça. C'est déjà quelque chose. Si on arrive à transmettre cette humanité ou cette part d'enfance qu'on a encore et qu'on n'aimerait pas perdre et qu'on continue à porter, je trouve que c'est... De toute façon, quoi qu'on fasse, je me dis, la vie, c'est une chose extraordinaire. Il faut rendre hommage au temps de sa vie. On est court ici. Donc, faire le mieux possible, le meilleur. Et puis, continuer à grandir, continuer à se lancer un peu sur les chemins, ce qui n'est pas toujours évident. Vous êtes d'accord? Il y a des jours où, ma foi... on vit comme on peut. Hein. Mais oui, ma petite dame, c'est sûr. Mais c'est vrai. Il y a des jours où c'est difficile de vivre. Bien sûr. Et puis il y a des jours... Je m'excuse, je dis des lieux communs. Non, pas du tout. Parce qu'à travers une chanson, parfois, il n'arrive pas que justement on rêve sa vie. Et que c'est vraiment comme si on lui apporte une bouffée d'air. Quand vous disiez tout à l'heure, mais réveille-toi, mais parle-moi d'amour, mais changeons les choses, mais le printemps va arriver. Mais je me dis à moi ça. Oui. Quand je chante, je me prends toujours comme base. Et je me dis, Yvette, réveille-toi, Yvette, fais quelque chose, arrête de dormir, continue à t'indigner, continue à être vivante en vieillissant. N'est-ce pas, mon bon monsieur? On risque de perdre un peu des forces. Et il faut garder cette force aussi de l'enfance et de l'indignation et de la vie et ça c'est primordial quoi qu'on fasse. Je me dis on devrait, si c'est possible, parce que c'est pour ça que j'étais pas tellement d'accord hier avec le remords ou la culpabilité dont on parlait par rapport aux valeurs morales. On a droit au bonheur, il faut qu'on soit heureuse, pas parce que le monde va mal qu'il faut qu'on soit triste, au contraire. Et je me dis ça peut être un cadeau pour les autres. On n'arrive pas toujours, mais à faire de sa vie une œuvre d'art, à faire de sa vie quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, et puis de l'offrir aux autres. Il y a une très belle phrase d'une grand-maman que j'ai toujours gardée. Elle disait « Je ne veux pas faire ton bonheur, je veux faire mon bonheur et te l'offrir ». Et ça, je trouve que c'est beau, que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire son bonheur, c'est pas égoïste, et puis l'offrir aux autres, quoi. Merci, chère madame. Je vous en prie, monsieur. Autre témoignage. Alors, dans tous ces choix, il y en a un que vous avez fait également, c'est celui d'être une comédienne suisse romande, même si vous avez fait des tournées internationales, etc. Mais vous êtes vraiment attachée à cette terre, à votre culture, etc. Et on va entendre Philippe Morand, si vous le permettez, qui vous a observé et qui a travaillé avec vous et qui trouve justement que c'est un travail de courage, non seulement pour vous, mais un exemple pour toute une génération de comédiennes qui pensent parfois à partir Hollywood, Paris. Ben non, forcément. J'ai joué quand même en France et en Belgique. Oui, tout à fait. Mais plus en Suisse. Plus en Suisse romande. Alors, Philippe Morand, on rappelle que Philippe Morand est quand même le directeur du Poche et que le Poche fête ses 50 ans cette année. Et qu'il se trouve à Genève. Exactement. Je crois que beaucoup de jeunes comédiennes en Suisse romande et ailleurs sont très impressionnées par la personnalité d'Yvette. Et je les comprends. Elle a commencé très jeune, Yvette. Elle a donc déjà une longue carrière. C'est aujourd'hui une figure du théâtre en Suisse romande, et pas seulement en Suisse romande, hors de nos frontières aussi. Mais là aussi, c'est un choix qu'elle fait. Elle va de temps en temps à l'extérieur, mais elle fait sa carrière ici. Et inutile de dire que c'est un avis que je partage. D'abord, travailler là où on est inscrit dans son tissu social, dans ses relations affectives, ses origines, en essayant de ne pas faire de l'ostracisme et en ayant la curiosité du monde. Ça, elle sait très bien faire. Elle est curieuse de tout, intéressée par tout. Et surtout, je crois, elle a une sensibilité à tout. Et surtout aux personnes, ça c'est rare. Alors qu'un directeur de théâtre à Genève dise ça, oui. Bien sûr, parce qu'il va bénéficier de votre talent. Mais vous avez quand même voyagé, vous êtes allé au Québec, vous avez fait beaucoup de choses. Puis j'ai travaillé en Belgique, des productions en Belgique, en France. Puis on a eu un long compagnonnage avec Philippe Morand. On a monté beaucoup de spectacles ensemble. On partage beaucoup de points de vue sur les choses. Et merci, Philippe. Alors, Philippe, vous allez le retrouver tout à l'heure. Il ne veut pas me séduire, lui. Je crois que c'est un séducteur malgré lui. J'aimerais bien. Je crois qu'il avait une très bonne manière, figurez-vous aussi. Il avait l'air assez convaincant quand même. Si, non.
On va lui en reparler. Exactement. Alors Philippe, c'est vous qui allez le retrouver cet après-midi puisque vous êtes en pleine répétition. Nous l'avons dit toute cette semaine. Vous répétez un texte de Marguerite Duras, Savannah B. Et puis là, nous allons retrouver des images. Je ne peux pas dire que c'est une répétition parce qu'en fait, nous vous avons surpris il y a quelques semaines, la toute première semaine juste après la lecture de cette pièce. Exactement. Une pièce qui est mise en scène par Laurence Calame et c'est Ariane Moret qui vous donne la réplique. C'est une pièce de 2 comédiennes. C'est l'histoire de 2 femmes et c'est également l'histoire de la mémoire, si chère au théâtre. C'était des jours très chauds, vous avez oublié? Non, je me souviens, c'était des jours très chauds. Les plus chauds de l'été. Elle avait pris le raccourci le long des étangs. Lui, il était venu par le chemin le long du fleuve. C'était vers midi. J'étais une comédienne. Savannah B est l'histoire de 2 femmes. Madeleine est une femme âgée, une ancienne comédienne qui s'apprête à mourir. La jeune femme, elle, n'a pas de nom. Tous les jours, elle rend visite à Madeleine pour tenter de lui arracher le récit de sa propre histoire, de ses origines, de son identité. Elle fouille donc dans une mémoire défaillante, ébranlée, une mémoire qui n'est pas la sienne. Des tragédies, tout. J'étais comédienne. Comédienne. Attends 2 secondes, Yvette. Cette pierre blanche, c'est un truc complètement jouissif pour Madeleine. C'est un moment où elle revoit toute cette image, tout ce qu'elle a envie de jouer. C'est jouissif à plusieurs niveaux. D'abord parce que j'ai jamais travaillé avec elle, que je l'ai beaucoup vue jouer, que ça fait 20 ans que je la vois jouer, et que je l'admire comme comédienne, et que je la découvre dans le travail, et que c'est un travail à la fois d'une immense disponibilité et puis d'une invention. Donc c'est vrai que le bonheur de créer, le bonheur d'avoir des comédiens qui proposent, qui ont la tête ouverte et qui en même temps proposent des choses, c'est extrêmement jouissif, oui, c'est extrêmement agréable. C'est agréable de mettre une femme en scène? C'est plus facile probablement pour moi que de mettre en scène un homme parce qu'il y a des sensibilités que je ressens très fort, que j'aimerais ne jamais violer une comédienne et que je trouve que c'est un rapport que les hommes metteurs en scène ont de manière désagréable avec beaucoup de comédiennes et que tout à coup les comédiennes se livrent avec plus de confiance et que j'ai envie de leur donner ma confiance et j'ai envie qu'elles me la donnent. Elle adore raconter cette histoire. En fait, ça n'aime pas vraiment. Elle adore. Elle adore, mais c'est tellement bien de dire « Oh, tu m'ennuies ». J'ai pas choisi Yvette, c'est Yvette qui m'a choisi. C'est ça qui me plaît aussi dans ce travail, c'est-à-dire que on a inversé les rapports au départ. C'était un projet d'Ariane et un projet d'Yvette. Yvette avait vu un spectacle que j'avais monté, elle avait envie de travailler avec moi. Tu comprends un peu? Oui. Tu fais exprès cette comédie? Oui. Tu mens. Alors Ariane, est-ce que Yvette est une bonne monteuse? Eh bien oui, je crois que c'est une excellente monteuse, justement parce qu'elle ment avec sincérité, je crois. C'est la première fois que vous montez ensemble sur scène? Oui, c'est la première fois et j'en suis très heureuse. Tous les jours, à force, moi je me trompe dans les dates, les lieux, les gens. Oh, de plus en plus, tu te trompes. C'est aussi ce que tu veux. Oui. Elle n'a pas peur de se tromper, d'oser, de chercher. Et ça, je trouve que c'est une qualité extraordinaire, justement. En plus, je pense que c'est pour ça qu'elle en est là dans son parcours. Et tout à fait entre nous, qu'est-ce que vous lui avez appris? Ah, ça, je ne sais pas. On peut lui poser la question, Yvette. Voilà, Yvette, est-ce que vous avez une réponse à lui apporter? Mais oui, ces jeunes comédiennes, elles n'ont pas du tout vécu ce que moi j'ai vécu, même pas mai 68, dont on va fêter les 30 ans bientôt. Bien le sûr. féminisme, souvent, elles connaissent d'une manière différente. C'est l'inconnu pour moi. La manière de jouer évolue aussi. Et moi, je suis d'accord de me faire bousculer par des jeunes femmes comme ça, qui ont une vitalité, et qui... J'ai comme l'impression que se faire bousculer ou d'aller vers l'inconnu, parce que c'est l'inconnu un peu, c'est là où réside un peu de l'intelligence aussi. Et ces femmes-là, elles sont ouvertes
probablement plus que moi. Donc je suis contente de travailler avec des jeunes comédiennes et des jeunes comédiens. Alors Alex Descotes, ici présent, s'il avait dû vous emmener en voyage pour vous séduire... Il me séduit aussi. Oui, mais alors il a une technique un peu particulière. Là. Allons-y. Ben, je vais le faire en couleur, si vous voulez bien. Non, d'abord parce que, et on voyait encore dans cette répétition, et on l'a vu, je crois, toute cette semaine, autour de toutes sortes de thèmes abordés, il y a vraiment deux couleurs qui vous collent à la peau, qui sont le rouge et le noir. Vous les portez sur votre visage, vous les portez sur votre vêtement. Ce sont aussi des couleurs qui tiennent à votre vie. Le rouge et le noir, c'est bien sûr celui de Stendhal, mais c'est celui du théâtre, le rideau rouge, les décors noirs. C'est bien sûr la religion, la foi, ce sont les couleurs de l'Église. Ce sont aussi celles, et vous parliez de mai 68 à l'instant, de la révolte, les drapeaux rouges et noirs de mai 68, je crois que chacun les a encore en tête. Et c'est dans une espèce de symphonie en rouge et noir que j'ai envie de vous emmener comme ça pour un dépaysement, alors que ça n'a a priori rien à voir. Ça se passe dans le sud de la France pour un vendredi saint, disons, assez inhabituel. Comment arriver à Perpignan, je vous le demande, sinon par la fameuse gare si chère à Salvador Dali. Mais le vendredi saint, à Perpignan, ce sont d'autres couleurs, d'autres réminiscences qui surgissent au portail de l'église Saint-Jacques. C'est ici qu'en l'an de grâce 1416 a été créée l'archiconfrérie de la Sanche. Sanche, en catalan, signifie sang. Et c'est bien sûr du sang du Christ qu'il s'agit. À Séville, la procession du Vendredi Saint, plus célèbre que celle de Perpignan, puise à la même source, aux mêmes traditions, à la même foi. Mais à Perpignan, la Sanche possède aussi une autre signification. Car les cagoules noires ou rouges des pénitents rappellent aussi une autre cagoule, celle qu'on plaçait au Moyen-Âge sur la tête des condamnés à mort, qui étaient promenés dans les rues de la ville jusqu'au lieu de leur exécution. Porter aide, montrer commisération à un condamné à mort n'était guère recommandé. Et c'est pourquoi les membres de l'archiconfrérie de la Sanche cachaient, eux aussi, leur visage sous une cagoule, à la fois pour s'identifier aux condamnés et pour ne pas subir les foudres des autorités et des habitants, alors friands d'exécutions publiques, comme on l'est encore aujourd'hui dans certains pays un rien exotiques, ou plus étonnamment dans certains États américains, comme le Texas. Voilà, Yvette, des images fortes, très fortes. Quel sujet de conversation auriez-vous eu avec Alex si vous aviez vu ce spectacle sous vos yeux? Est-ce qu'il vous choque? Est-ce qu'il vous met en colère? Ça? Oui. Je me disais en regardant ça, je n'ai pas reçu le don de la foi. Mais j'ai des aspirations très, comme tout le monde, très spirituelles. J'ai tendance à croire que tout est sacré, que la vie est sacrée, que les choses sont sacrées. Là, j'ai toujours un peu de souci quand je vois une religion en marche comme ça, par rapport à la hiérarchie, par rapport à... Ça me fait toujours drôle. J'ai toujours eu un problème, moi, avec la hiérarchie, avec le pouvoir, avec les dogmes, avec les... Comme si c'était quelque chose qui était opaque, qui empêchait... Je sais pas. Un peu comme les masques qu'ils portent. Oui, mais d'une certaine manière, c'est contre la hiérarchie que des groupes comme ça se sont formés. L'Église n'en voulait pas de cela. Mais après... Mais petit à petit, c'est vrai qu'elle rejoint la hiérarchie et que parfois il la dépasse. Et c'est vrai aussi que ça fait forcément penser à des choses terrifiantes comme le Ku Klux Klan aux États-Unis. Mais en même temps, c'est vrai que tout à coup, on a une ville qui se retrouve autour d'un moment et autour d'une densité. Vous savez bien qu'on est complètement éparpillé dans la vie quotidienne aujourd'hui. Et ce moment-là, qu'on ait ou qu'on n'ait pas la foi, ce moment-là, tout à coup, il tient à la fois du génie et de l'impossibilité du moment. Alors c'est ce que je voulais dire aussi, on a besoin d'être liés. On a besoin d'être ensemble et ça nous manque complètement. On n'a plus de choses à vivre ensemble, de rites ou de lieux.
Alors peut-être c'est remplacé maintenant. Je ne veux pas empiéter, parce que c'est peut-être pas de ça dont il s'agit, mais il va y avoir au mois de mai l'Organisation mondiale du commerce qui va se réunir. Et vous savez, il y a ce groupe. Vous serez devant les grilles, je suppose. Je ne sais pas, mais l'Action mondiale des peuples, oui. C'est magnifique ce qui est en train de se passer là. Où il y a des gens du monde entier qui créent des espaces de citoyenneté, beaucoup de femmes d'ailleurs d'Inde, du tiers-monde et tout, qui se battent contre cette mondialisation de l'économie pour que l'humain devienne l'humain. Et ça, moi, c'est presque mystique pour moi. C'est presque un combat pour se relier, pour être ensemble. Et ça, je trouve que c'est fort. Je crois, je sais pas, j'ai un espoir dans cette chose-là, quoi. Comme j'aurais un espoir dans un gag, par exemple, qui aurait tout à coup, demain, maintenant, dans une demi-heure, un immense crack boursier qui fasse imploser tout le système et qu'on doive distribuer toutes les cartes et tout réinventer. Ce serait assez extraordinaire, non? Quand je pense qu'elle disait tout à l'heure que les jeunes comédiennes doivent la surprendre et la bousculer, c'est pas vraiment indispensable, à mon avis. Vous bousculez très bien. Vous je me bouscule moi-même. Oui, moi, je trouve ça très très bien. Laurent, vous avez demandé à Yvette quelles étaient quelques-unes des lectures qu'elle nous aurait recommandées, qu'elle a beaucoup aimées. J'aurais pu choisir Stendhal, effectivement, avec le rouge et le noir. Je ne l'ai pas fait. J'ai contacté, effectivement, Yvette Terrola. Et puis, c'est vrai, au téléphone, vous m'avez dressé une liste des différents livres de Chevède. Vous aimez beaucoup la lecture, et ça se ressent très fortement dans tous les livres là, que je vais présenter. Au centre, toujours, l'être humain. Et parmi les ouvrages que vous avez adorés, il y a celui-ci, Bernard Schlink, Le Liseur. C'est un roman qui est paru aux éditions Gallimard. Effectivement, c'est une histoire absolument géniale. Je l'ai lu d'une traite. Ça m'arrive rarement, mais je l'ai lu vraiment là d'une traite. Je ne l'ai pas lu à la sortie de l'ouvrage. Et c'est l'histoire de Michael qui fait la connaissance d'une jeune femme de 35 ans. Michael a 15 ans. Ils se rencontrent à la sortie du collège. Et c'est cette histoire d'amour qui va entraîner Michael très très loin, puisque à chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a un certain rituel qui s'installe. Tout d'abord, il doit lui faire la lecture. Puis ils prennent une douche ensemble, ils font l'amour, et puis ils s'étendent ensemble. Et tout se passe dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Anna disparaît. Anna, cette femme mystérieuse qui disparaît, et Michael va la rencontrer beaucoup plus tard, lorsqu'il fait ses études de droit, lors d'un procès, effectivement, qui est parmi les accusés, Anna. Alors je ne vous en dis pas plus parce que ça serait vraiment révéler cet ouvrage. Il faut dire une chose, c'est que Bernard Schlink nous plonge dans cette Allemagne de l'après-guerre qui doit penser ses plaies. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cet ouvrage. Vous adorez la poésie, puisque l'amour de la lecture naît aussi de l'amour des mots. Claire Genoux, effectivement, qui est une poète que vous connaissez tout particulièrement, je crois. C'est une jeune femme qui m'a envoyé son recueil de poèmes. J'avais lu quelques-uns de ses poèmes avant qu'ils soient édités. Elle m'a fait le plaisir de m'envoyer ça. Ça vient d'être édité aux éditions Empreinte. C'est très beau poème. C'est très beau poème qui permettent en fait l'union entre l'être humain, l'animal et le végétal. Et c'est ça qui se retrouve aussi dans ces poèmes qui sont d'une simplicité tout à fait étonnante, mais très très intéressante également. Un livre qui, là aussi, vous avez tenu à ce que je le présente, Serge Willfahrt, Le chant de l'être. Je crois qu'il vous a été très utile pour votre carrière en général. Serge Willfahrt nous plonge, puisque c'est un professeur de la voix, dans le fond, voix qui est votre instrument de base, nous plonge dans cet univers de la voix. Il nous précise, la voix peut révéler l'être humain, et c'est grâce à cette thérapie spirituelle que propose Serge Willfahrt qui nous plonge dans cet univers de la voix. Trouver sa voix, exactement, par la voix, avec X. 2 ouvrages encore. Oui. Alors, Marie de Hennezel, La mort intime. Je crois que lorsqu'il est sorti, ce livre a vraiment été un succès incroyable. Beaucoup de gens se sont jetés dessus parce que je pense qu'il y a peu de livres qui parlent avec une aussi grande simplicité de la mort. Et c'est tout à l'honneur de Marie de Hennezel qui témoigne ici de son expérience de psychologue auprès justement de ceux qui vont mourir. Qu'est-ce qui vous avait frappé dans cet ouvrage? Alors moi, j'aime profondément la vie, mais je pense tous les jours à la mort. La mort fait partie de... Et je sais pas. Il me semble qu'il faut préparer sa mort tous les jours. C'est pas triste. Et dans ces témoignages, il y a des témoignages extraordinaires. Notamment, tout le monde ne meurt pas bien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui refusent et que c'est horrible. Et c'est pas bien. C'est terrible de mourir. Mais quelques personnes qui sont apaisées au moment de la mort. Et qui disent... moi, ça m'a beaucoup aidé à vivre. Au moment de mourir, je me suis abandonnée. J'ai lâché prise. Et j'ai décidé de vivre. Et ils se disent, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant?
Pourquoi pendant ma vie, j'ai pas laissé mon moi plus de côté? Pourquoi toutes ces blessures d'amour propre? Pourquoi je me suis pas abandonnée à la vie? Bon, c'est vite dit, je sais pas, faudrait relire. Bien sûr. Et aussi un témoignage extraordinaire. J'ai l'impression que moi je suis pas encore tout à fait née, que je suis en train de venir au monde. Et il y a une femme là qui raconte, elle meurt assez jeune, et en mourant, elle se met dans la position de la femme qui accouche, et elle accouche de sa mort. Alors c'est une image un peu forte, mais c'est une très belle image. Et je me disais, j'aimerais mourir au moment où je suis née, enfin, au moment où j'arrive à naître vraiment au monde, de pouvoir mourir à ce moment-là. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Merci Yvette. Encore une référence, s'il vous plaît, de dernière lecture, et puis... Et puis oui, alors Silence rompu, Raymond Depardon, vous avez aussi tenu à ce que je présente cet ouvrage. Ça, c'est votre côté humanitaire qui ressort. Et on nous présente ici, Raymond Depardon est parti en Roumanie dans un orphelinat à l'initiative d'une ONG à Genève. Et ce sont des clichés très très forts. Il a tenu à ce que les enfants soient debout pour leur rendre une certaine dignité. Et il le dit, ce livre est un cri. Nous nous devons de rompre le silence. Trop d'enfants sont seuls. Et c'est un livre absolument Alors on peut superbe. préciser une chose, Raymond Depardon sera à Genève dans 15 jours pour le Salon du Livre, vendredi, probablement à Zigzag Café, à coup sûr en tout cas dans un débat consacré à cet ouvrage avec d'autres personnes très préoccupées par cette question au Salon du Livre. Voilà, paru aux éditions La Joie de Lire. Et puis, moi aussi j'ai envie de vous séduire finalement. Je vous en prie. Je n'ai pas de cuisine italienne à vous servir. En revanche, je vais vous offrir ces roses, ces quelques roses anglaises. Plus de 80 variétés vous sont présentées ici, c'est des roses anciennes. Dans cet ouvrage paru aux éditions Bordas. Alors c'est un dictionnaire des roses qui vous permettront de peut-être avoir quelques inspirations pour créer des bouquets ou préparer votre jardin de roses. Très des bouquets avec des fleurs sèches. Je précise pour le téléspectateur qu'il rougit légèrement. C'est vrai. Voilà, on voudrait encore une indication. Vous savez que toutes ces références et d'autres au cours de l'émission, vous pouvez nous téléphoner 708 99 00. C'est l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de commander une cassette de la semaine à laquelle vous venez d'assister ou d'autres semaines. C'est l'occasion aussi, bravo et merci en tout cas pour les jeunes femmes qui sont venues jouer hier de Dixieland, parce que d'abord il y a eu plusieurs personnes qui ont téléphoné pour les engager. Vous pouvez continuer à le faire et puis savoir qu'il existe un CD des Dixie Roses. Dixie Roses, et on peut dire également qu'elles sont dans les rues de Neuchâtel ce week-end, alors précipitez-vous si vous êtes dans la région. Voilà, musique, autre musique. Oui, eh bien Yvette, cette semaine, il y a un compositeur qui m'est venu assez vite à l'esprit parce qu'il partage votre passion et en même temps votre noblesse et votre pudeur pour dire certaines choses, c'est Chopin. Alors, j'aimerais vous offrir un bouquet de 3 préludes. Le premier représente peut-être son côté fragile et en même temps fébrile. Puis, il y a aussi chez vous une nostalgie, mais une nostalgie sereine, je dirais presque bienheureuse. Un autre prélude. Chopin, c'est aussi la passion, c'est la véhémence, et vous l'avez bien fait partager, ce que vous défendez, les causes qui vous tiennent à cœur. Et voici un prélude où Chopin, entre autres, exprime la tristesse et le désarroi de voir son pays, la Pologne, envahi, un pays qu'il avait quitté, qu'il ne reverra pas.
Merci Gilles. Merci. Vous vous retrouvez un peu dans cette musique-là. Oui. Oui, hein. Maurice, à votre tour de séduire. Attention, j'attaque la gauche. Bon, justement, Jean-Philippe, je crois que je suis la seule personne sur ce plateau qui peut vous offrir des fleurs sans aucune intention de vous séduire, puisque je suis obligé, c'est professionnel. Bah voilà, au moins. Non, c'est pas vrai. Non, attendez. C'est celui qui va réussir. Attendez, il faut que je me justifie. Lundi, vous avez dit que... Vous avez utilisé un très beau mot, vous avez dit que vous étiez artisane. C'est un mot que j'adore. Moi, en vous écoutant pendant la semaine, je me suis dit que vous étiez aussi partisane, c'est un très beau mot aussi, et puis courtisane, qui est encore un plus beau mot. Et puis, moi, je vous offre ces fleurs sans vous expliquer pourquoi, mais vous comprendrez. En vous remerciant surtout d'être tellement femme, d'être incroyablement femme. Puis je crois qu'on en a parlé avec Jean-Philippe, je crois que c'est vrai. Mais non, par contre, c'est moi qui vous... mais c'est moi qui vous fais la bise. D'accord. Merci. Merci. Qui s'appelle séduire toute une équipe. Merci. Je vous le pose là, Il est avec un peu magnifique. comprendre. C'est vous qui l'avez composé. Alors le principe, évidemment, c'est que Maurice doit composer un arrangement floral en fonction de ce qu'il a ressenti, perçu au cours de la semaine. Merci beaucoup. Magnifique. C'est quand même avec sentiment. Hein. Oui, oui. Vous avez compris. Hein. C'est le plus habile de tous, vous êtes bien d'accord. Oui. Il me semble Je crois qu'il qu'il est a très, réussi, très c'est fort. dans la poche, là. Il me semble. En parlant de poche, vous m'avez tendu la perche. Alors, je vous dis que vous serez aux poches du 29 avril au 20 mai avec Savannah B, une très très belle pièce de Marguerite Duras, donc avec votre partenaire que nous avons découvert tout à l'heure, Ariane Moret. Bon, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a passé une semaine ensemble, mais il y a ce projet qui va aboutir au Théâtre de Poche, et puis je suis sûr qu'il y a quantité d'autres projets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un texte va vous toucher, vous vous dites, tiens, j'aimerais interpréter tel rôle, ou j'aimerais peut-être être cette femme. Vous avez des rêves de cet ordre-là? J'ai des rêves de travailler avec certaines personnes. Là, on va faire un spectacle avec Robert Bouvier, que vous aviez aussi, Bien sûr, que nous avons reçu tout au cours d'une semaine, pendant une semaine. Café. Comme on a travaillé ensemble dans Pipe Show dans les Alpes, il y a eu une belle rencontre, et on a envie de faire un spectacle ensemble. On ne sait pas encore ce qu'il sera, ce qu'on va y mettre, mais on aimerait y mettre de la légèreté, du bonheur, de la joie de vivre, je ne sais pas, des choses comme ça, quoi, pour donner envie de... Bien sûr. Alors on va faire ça ensemble. Et j'ai aussi un projet avec des chanteuses comédiennes sur les rites funéraires, qui sera un spectacle aussi, je pense, plein de vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vraiment, vous êtes déterminé, vous dites, tiens, voilà, ça, je le fais? C'est une émotion à une lecture, c'est tout ça, c'est une émotion à une lecture, c'est une disposition, c'est des gens qui téléphonent aussi et qui ont une façon de présenter le projet d'une manière engageante. On se dit, oui, cette personne-là, elle a envie vraiment de travailler avec moi, parce qu'il y a aussi ça, il faut qu'on sente qu'il y ait une c'est comme dans l'amour, cher Jean-Philippe, qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Puis aussi une envie. Ça, moi, je ressens d'abord, avant que ça rentre dans la tête. Je me dis, oui, là, c'est possible, il y a une intuition. Et puis après, on peut analyser. Puis des fois, ça joue dans les dates. Des fois, il y a des choses très terre-à-terre. Bien sûr, oui. Et puis voilà. Est-ce que vous avez, là, puisqu'on a évoqué plusieurs moments de bonheur, de joie de vivre, est-ce que dans les spectacles, il y a des moments très particuliers? Vous dites, tiens, tout d'un coup, il y a une alchimie, il y a un public, il y a une rencontre, il y a ça, c'est la grâce. Oui. Vous rencontrez la grâce. Ça arrive, mais très peu souvent. C'est quand tout à coup, il y a une espèce d'harmonie dans l'espace, dans le temps, avec le public, avec moi, avec les partenaires, avec le rythme. Le rythme est très important. Et tout à coup, il y a un moment de grâce, on est surpris soi-même, il sort des choses de soi qu'on n'aurait même pas imaginé possible de sortir. Et ça, je crois que c'est quand on s'abandonne, quand il n'y a plus de contrôle et qu'on laisse aller, quoi. La technique est là, de comédienne, mais on laisse aller les choses, c'est des moments de grâce. On ne rencontre pas la grâce tous les jours, mais c'est assez fort. Comme on a de la grâce, des fois, entre les gens, ça arrive assez souvent, enfin assez souvent, par moment. Puis il y a aussi des grands moments où il se passe, mais rien du tout. De quoi on fait là? Lorsque rien ne se passe, qu'on doit faire, on doit quand même jouer son rôle, on doit quand même remplir le contrat. Alors, j'ai rarement pas envie du tout de jouer. J'ai presque toujours envie. Mais il y a des fois où oui, ça ne va pas. C'est comme quand vous êtes sur des skis puis que vous déviez, puis vous dites, non, je suis pas du tout dans les marques là. Et puis ça continue à dévier, puis il faudrait que je revienne. Alors, dans ces cas-là, quand j'étais plus jeune, plus intempestive, je me braquais, je me fermais. Puis là, je me dis,
reste tranquille, Yvette, calme-toi. Je fais un moment, le texte plus doucement, j'écoute les autres partenaires et je vais puiser chez eux. Je me dis, il y en a au moins un là ou l'autre qui doit, lui, être là, présent, et je fais ça. Mais je laisse faire, je ne m'acharne pas en me disant je veux retrouver absolument. Parce qu'il y a ça aussi, on a fait bien un soir, on aimerait faire le lendemain la même chose. Et je crois qu'il ne faut pas faire ça. Il faut être disponible là comme on est, même avec une rage de dents, même avec un gros désespoir, il faut faire avec ça, quoi. Est-ce qu'au fond, ce qui est quand même assez frappant, au cours d'une semaine, on se rend compte que dans un métier où l'on se montre, il faut bien cultiver une certaine humilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'on sent que vous êtes très attentive aux autres, vous dites c'est le partenaire qui va me sauver. J'ai un ego, hein, normal. Assez développé. Mais au fil des années, je l'ai mis à un autre endroit, à un endroit plus possible, quoi, pour moi et pour les autres aussi. Mais je crois qu'on ne peut pas faire ce métier. Le fait de jouer tous ces personnages quand même nous apprend à connaître l'âme humaine ou l'humain. Donc forcément, on est attentif aux autres et pour jouer, il faut l'être. Je crois que c'est pas possible autrement. Donc on essaye d'embraser un peu tout ça et de le restituer. Mais l'humilité, c'est une vraie humilité, c'est-à-dire c'est pas l'humilité de l'Église comme on en parlait au début de la semaine. C'est une humilité normale parce qu'on n'est pas grand-chose face finalement à l'univers, mon bon monsieur. En tout cas, merci. C'est vrai, on est peu de choses et en même temps on est tout parce que vous, moi, on est irremplaçable. Là où je suis, personne ne peut être. Donc c'est extraordinaire ça. C'est une très belle référence, unique et irremplaçable. Mais en même temps, tout petit parce qu'on va mourir bientôt et que ma foi, il y a peut-être même d'autres univers, peut-être l'univers est infini. Alors ça représente peu de choses, quoi. Et mourir en se disant tiens, c'est déjà là. C'est déjà là. Mais on se retourne et peut-être que c'était beau quand même. Merci beaucoup.